Dans mon enfance, j'ai pas grandi dans une famille de musiciens à proprement parler, même si tout le monde jouait plus ou moins d'un instrument, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai grandi dans la musique. À la maison, il y en avait constamment. Ce qui m'a le plus marqué, au-delà de l'animation Windows sous LSD, dont je suis sûr que beaucoup d'entre vous se souviennent, c'est la variété des groupes qui tournaient. Ma mère, grande fan de pop-rock des années 80-90, nous proposait du ABBA, du Police ou encore du U2. Et mon père, lui, grand nostalgique des années 70, un petit peu 80, nous proposait ses groupes préférés de rock classique, comme Pink Floyd, les Beatles ou encore Scorpions et autres Alice Cooper. Au milieu, ils nous racontaient leurs histoires de concerts exceptionnels des Stones, de Bruce Springsteen ou encore d'Igelin. Même si mes deux petites sœurs ont réussi à se sortir de ce conditionnement musical intense pour découvrir rapidement leurs artistes préférés, moi, à l'inverse, j'ai été imprégné et complètement modelé par ces groupes. Jeune Kylian, batteur, découvre alors la collection de vinyles de la maison, se laisse pousser les cheveux pour commencer à ressembler à un mélange entre Ringo Starr et Mireille Mathieu. Bref, à ce moment-là, je ne jure que par le hard rock et surtout par un groupe dont je vais vous parler aujourd'hui, celui qui m'accompagne depuis le plus longtemps. Ce groupe, c'est Deep Purple. Salut, c'est Kylian et bonne année. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Bulle consacré cette fois à mon groupe préféré, Deep Purple. C'est l'un des premiers contacts que j'ai eu avec la musique et sûrement le seul groupe qui continue de me surprendre. Peu importe ce que j'écoute sur le moment, peu importe le moral, peu importe, point final. C'est assez compliqué pour moi de faire cette vidéo dans le sens où c'est un groupe qui me tient énormément à cœur, mais aussi un groupe légendaire avec une carrière de plus de 50 ans. Je n'en ai que 25 et je sais que certains d'entre vous ont tendance à être un peu taquins dans les commentaires, surtout quand on n'a pas été à la tournée de Roundabout à l'été 68 à travers la Suède. Mais je peux vous assurer que ma passion pour eux a pris l'entièreté de mon temps. Alors forcément, je vais pas citer tous les morceaux, tous les albums, même pas tous les membres en fait, mais plutôt ce qui fait pour moi de ce groupe un groupe de légende. S'il y a des morceaux que je cite pas ou des anecdotes que vous voulez partager, n'hésitez pas à faire un saut dans les commentaires pour partager avec tout le monde vos histoires favorites. Mais pour commencer, je vais vous conter une histoire qui s'est déroulée il y a fort longtemps. Tout commence il y a un peu plus de 20 ans, à l'époque des CD et des MP3, quand tourne à la maison l'album des 30 ans de Deep Purple. Deep Purple 30 Very Best Of. Une compilation qui va complètement changer ma vie. C'est la première fois que je deviens fanatique. Je n'écoute que ça, et alors que je joue de la batterie depuis peu, j'essaie de reproduire les morceaux de mon batteur préféré, aussi le seul que je connaisse à ce moment-là, Ian Paice. Ça devient une obsession, bien aidé par les légendes qu'on peut entendre sur ce genre de groupe. Avec cette compilation, je découvre des musiciens plus talentueux les uns que les autres, avec des morceaux ultra intéressants, bien composés et originaux, oscillant entre la puissance du gros single classique rock, et d'autres morceaux plus lents et grandioses. Sweet child in time, you'll see the line that's drawn between the good and the bad. Cet album va être alors copié sans arrêt sur toutes les clés USB, lecteurs MP3, CD-ROM qui m'ont accompagné durant toute mon enfance, jusqu'à rester aujourd'hui dans mes favoris sur Deezer. En plus de découvrir la musique la plus folle que j'avais jamais entendue, j'ai commencé frénétiquement à m'intéresser à leur histoire, en essayant de naviguer entre les faits et les légendes urbaines qui sont parfois compliquées à différencier. Deep Purple, c'est un groupe originaire d'Angleterre. En gros, de Londres. Un petit peu plus au nord, mais il retombe vite à Londres, forcément. Il est formé en 1968 et est toujours en activité à ce jour. Le groupe est considéré comme l'un des pionniers du heavy metal, ayant inspiré bon nombre de groupes comme Metallica, Iron Maiden ou autres Judas Priest, tout comme ses deux camarades de la trinité du hard rock, Black Sabbath et Led Zeppelin. Ils sont même intronisés en 2016 au Rock and Roll Hall of Fame. Bon, ça, on s'en fout un peu, mais voilà, ils ont marqué l'histoire du rock, ça, c'est sûr. Si Black Sabbath, eux, avaient un côté plus dark et heavy, et que Led Zeppelin avait plus pris le chemin de l'expérimental et du progressif,
Purple a, pour moi, un tout autre style, plus symphonique. Ce qui me fait toujours bizarre d'ailleurs quand ces trois groupes que j'adore sont comparés. Je pense qu'ils ont chacun ouvert la route pour de multiples groupes, genres et sous-genres différents. Ce que je trouve magique chez Deep Purple, c'est l'incorporation d'éléments provenant d'univers divers et variés, amenés par chaque musicien. Ian Paice à la batterie, c'est cette approche ultra précise et légère qui l'amène de sa formation plutôt jazz, tous ces petits roulements au toucher ultra fin. Contraste avec son énergie inépuisable. Jon Lord à l'orgue, carrément, c'est cette approche jazzy avec cette formation classique qui laisse place à des motifs mélodiques grandioses. Alors que Roger Glover, lui, à la basse, c'est la force tranquille. Il vient d'une musique un peu plus pop, et c'est sa force. Il garde une fondation très claire, ce qui permet de ne pas surcharger une production déjà bien fournie. Mais lorsqu'on se penche un peu sur ses parties, on se rend compte qu'il y a une géniale intelligence de l'harmonie. Ensuite, on a Ritchie Blackmore, le génie fou, le conteur de légendes un peu alambiqué, instable, mais talentueux. Inspiré des premiers classiques du rock, il est également fan des grands compositeurs classiques, et notamment de Bach, tout comme Jon Lord. Ce qui laisse place, à mon avis, aux plus beaux échanges clavier-guitare de l'histoire. Avec des lignes magnifiques, du contrepoint, des questions-réponses, et évidemment énormément d'harmonisation. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Enfin, au chant, Ian Gillan. Que dire? Il fait partie des références. Une technique exceptionnelle, une sensibilité bouleversante. Il est capable d'être l'hyperstar de hard rock, mais aussi la pure douceur. J'ai toujours trouvé étrange qu'il soit pas reconnu au même niveau que ses contemporains comme Robert Plant ou Ozzy Osbourne. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il le mérite largement. Enfin bref, retour à notre histoire. Ceux qui connaissent bien le groupe, là, ils ont dû commencer à froncer les sourcils parce que je viens de citer 5 types, comme si Deep Purple c'était que ça. Or Deep Purple, c'est une quinzaine de musiciens à travers l'histoire. Certains de façon très éphémère, certains de temps en temps, et Ian Paice. Le mec, il s'est assis derrière une batterie avec marqué Deep Purple sur la grosse caisse en 68 et il a jamais bougé. Même la batterie, elle a changé. Elle est passée de Ludwig à Pearl, mais lui, imperturbable. Il y a donc eu plein de compositions différentes du groupe, appelées marques, comme une génération de quelque chose, quoi, ou comme les combinaisons de Tony Stark dans Iron Man. La Mark 1, la Mark 2, la Mark 3. Du coup, comme je vous l'ai dit plus haut, on va pas voir chaque composition du groupe, chaque album, et encore moins chaque morceau, parce que sinon on n'est pas sorti d'affaire. Les 5 que je vous ai cités il y a quelques instants sont responsables des plus grands classiques du groupe, et donc considérés largement par le public comme la meilleure version. Mais c'est même pas la Mark 1, c'est la Mark 2. Et encore, la Mark 2, c'est plusieurs périodes, parce qu'il y en a qui sont partis, qui sont revenus, mais bon bref, les 5 là, en gros, c'est les 5 fantastiques. Le Fab 5. À titre personnel, mes 2 formations préférées, c'est donc la Mark 2, évidemment, mais aussi, et attention, ça va pouvoir vous surprendre, la Mark 7. Moi, c'est la Mark 4. Mais t'en sais rien, Alexis! Bref, ça nous amène à la fin des années 90, donc 30 ans plus tard quand même, lorsque Ritchie Blackmore casse les pieds à un peu tout le monde parce qu'il veut plus jouer certains morceaux, il est d'accord sur rien, du coup les autres membres ne l'écoutent plus, c'est la guerre avec Gillan notamment, et du coup, ça dégage. Et arrive alors Steve Morse. Alors, pour moi, Steve Morse, je préfère 100 fois Blackmore. Je l'ai dit, voilà, je l'ai dit. Je sais que je vais en énerver plus d'un, mais voilà, j'aime mieux, je sais pas quoi vous dire. Je vous attends dans les commentaires pour qu'on s'explique, mais attention, je suis prêt. Ça fait 20 ans que je me bats avec mon père sur le sujet. Bref, ce que j'aime, c'est exactement ce que lui reprochent ses détracteurs. C'est moins brut que Blackmore, c'est beaucoup plus propre, c'est même assez clinique en fait. Je peux entendre que ça puisse faire un peu moins énergique ou passionnant, mais moi quand j'entends ça... The one and only Steve Morse. C'est les émotions. Donc si je récapitule, je préfère la musique de la Mark II, en général, parce qu'il y a quand même des pépites dans la Mark VII, notamment ça.
the seams, shatter my dreams. Mais je préfère Steve Morse à Blackmore. Pour autant, certaines de mes musiques préférées ne datent d'aucune des deux. Par exemple, le fabuleux Hush signé par la marque One avec Nick Simper à la basse et Rod Evans au chant. Hush, hush, I thought I heard her calling my name now. Hush, hush, I need a loving and I'm not to blame now. Got early in the morning. Ou l'exceptionnel Burn signé par la marque 3 avec Glenn Hughes à la basse et David Coverdale au chant. J'aime beaucoup Coverdale d'ailleurs. De 76 à 84, il y a carrément séparation du groupe, et c'est pour moi l'une des plus belles explosions de l'histoire. Chacun va de son côté, faire son truc, et ça donne lieu à des choses vraiment énormes. Un de mes groupes préférés de l'époque, c'est Rainbow, projet créé par Ritchie Blackmore, et c'est énorme. You can see, but you're blind. Someone turned the sun around. But you can see in your mind. The gates of Babylon. Roger Glover, lui, devient un producteur ultra prisé, travaillant par exemple pour Judas Priest, Rory Gallagher ou Status Quo avant de rejoindre Blackmore dans Rainbow. Ian Gillan, lui, qui était parti en solo, va, le temps d'un album, intégrer Black Sabbath, carrément. David Coverdale rejoint Whitesnake, c'est un des groupes préférés de mon papa, ça. Jon Lord s'adonne au classique avant de rejoindre Whitesnake à son tour. Ian Paice fait de même avant de rejoindre Gary Moore. Gary Moore. Alors je parlais d'Iron Man tout à l'heure pour faire une blague, mais le rock des années 80 là, c'est les Avengers en fait. Bref, tout le monde est ultra talentueux dans ce qu'il entreprend et ils sont de retour en 84, ensemble, pour notre plus grand bonheur. Toute cette période du hard rock a été ultra condensée, je trouve. Énormément de groupes fleurissent à droite à gauche, et comme pour toute période, si tu veux te démarquer, il faut avoir le truc en plus. Outre la technique et le talent, ce qui fait pour moi un morceau de Deep Purple du Deep Purple, c'est le son. Ils font chacun partie de ces musiciens qu'on associe avec un instrument précis. Blackmore, c'est vraiment la Strat 70s avec la grosse tête là, qui rentre dans un treble booster puis dans un Marshall Major, même si on a pu le voir jouer sur une US 335. Paice, c'est des drums énormes, chez Ludwig puis chez Pearl, une grosse caisse de 26 pouces par exemple, quand on sait qu'aujourd'hui la norme c'est plutôt autour de 22 pouces, et des cymbales Paste depuis toujours. Jon Lord, c'est l'un des plus grands représentants de l'Orgamon B3 avec une cabine Leslie. Tu sais pas ce que c'est une cabine Leslie ? T'as jamais vu? C'est vraiment une boîte en bois, et à l'intérieur t'as genre deux cônes, tu sais, de HP, en gros, qui tournent, et du coup ça fait le truc rotor, tu sais, ça fait ouais, voilà. Et tu peux gérer la vitesse qu'elle a avec une pédale et tout. Avec de la saturation qu'il obtient en envoyant tout ça dans un ampli de guitare. Roger Glover, même si aujourd'hui il joue sur une Vigier, marque française d'ailleurs, c'est quand même la Fender Precision ou la Rickenbacker qui rentre dans un ampli Marshall qui reste la plus marquante. Sur le premier épisode de La Bulle où on a parlé des Beatles, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo si vous êtes nouveau, je vous racontais comment ils ont fait évoluer leur matériel pour répondre à des nouvelles problématiques. Avec Deep Purple, on est à peu près à la même période, ok un petit peu plus tard, mais ils ont eu les mêmes problématiques, jouer plus fort, pour plus de monde. Tu te rappelles les têtes d'ampli Vox là, 100 watts qu'ils utilisaient les Beatles? Non, j'ai pas révisé. Par contre, on dit un sitar. Ça j'ai retenu. C'est comme ça que Blackmore a décidé d'aller voir Jim Marshall, ancien professeur de batterie et gérant d'un magasin de musique où Ritchie allait chercher ses guitares, pour lui demander un ampli ultra puissant. Pour l'époque. Marshall, créant des amplis depuis quelques temps, lui sort donc une tête 100 watts qui deviendra légendaire et qui est également utilisée par Jon Lord à l'orgue et Roger Glover à la basse. Du coup, ça jouait très fort. Et c'est aussi ça qui me passionne avec ces groupes, c'est comment ils ont réussi à pousser la musique, leur instrument et leur approche pour toujours aller de l'avant. Par exemple, Ian Paice, c'est l'utilisation de la double pédale dès 1971. De la double pédale, hein.
À l'époque, la concu c'était ça. Et c'était sur Fireball. Alright, here's a thing. Quelle intro. Après, il y a aussi le fait que ce soit un énorme crack. Pour vous le démontrer, je vous propose l'album Live in Japan, album mythique sorti en 72 de 3 lives consécutifs à Osaka et à Tokyo. Dans leur set, ils jouaient le morceau The Mule qui comporte, pour moi, l'un des plus grands solos de batterie de l'histoire. Je suis peut-être biaisé, mais je vous laisse juger par vous-même. Techniquement, c'est fort. Au niveau endurance, le solo dure 6 minutes. Si vous avez déjà joué de la batterie, et même si c'est pas le cas, vous comprendrez. Et il y a aussi la construction, toute la dynamique, la musicalité. C'est pas juste un type qui tape le plus vite possible sur une batterie, c'est un artiste en totale symbiose avec son instrument. Mais c'est aussi une approche de la batterie ultra moderne. Il y a une vidéo qui m'a marqué, sortie sur un DVD en 2005, accompagnée de Chad Smith des Red Hot Chili Peppers. Il performe à l'occasion du Drum Festival plusieurs solos, drum battle et autres pitreries. Jusqu'à ce que Ian Paice s'approche en avant-scène pour montrer un truc à Chad Smith. I'll only be needing the one stick. Here we go. Ça, c'est un Gravity Blast. Et normalement, ça se retrouve plutôt dans des morceaux modernes de deathcore. J'adore cette ouverture et cette recherche constante d'évolution. Que ce soit au niveau du son, du matériel ou de la technique, Deep Purple fait pour moi partie des groupes qui ont fait avancer leur genre et plus largement la musique. D'ailleurs, j'ai trop hâte de vous faire écouter le morceau que j'ai composé dans leur style pour la vidéo de la semaine prochaine avec un petit solo d'orgue pas piqué des hannetons. Ce que j'aime trop aussi, c'est Ian Gillan sur scène qui venait jouer du tambourin, des congas. Quand il chante pas, il s'occupe quoi. Et c'est pareil pour le studio. Ils souhaitaient recréer constamment l'énergie du live et du coup, ils louaient des hôtels pour se poser, installer leurs instruments comme ils voulaient pour enregistrer. Aucune limite n'était donnée, le but, c'était le résultat final. Et d'ailleurs, c'est pareil au studio La Bulle Bleue. On se donne aucune limite pour vos projets. On propose de la compo, de la production, du mixage, du mastering et plein d'autres choses. Alors si vous voulez travailler avec nous, n'hésitez pas à nous contacter sur le site ou directement sur nos réseaux sociaux. On mettra toutes les infos dans la description. Allez, retour à Deep Purple. Pour terminer sur la technique, une qui m'a marqué, c'est ça. Ça, c'est Steve Morse qui fait du violoning. Le but est de baisser le volume de la guitare avant d'attaquer la corde, puis le remonter pour faire apparaître la note sans aucune attaque. Ça donne l'impression d'entendre une flûte ou un violon d'ailleurs. Oui, bah d'où le nom. D'où le nom. Cette technique me fout en l'air à chaque fois que je la vois et que je la fais, surtout que je la vois d'ailleurs, je trouve ça trop beau. Et là où régulièrement les autres le font avec une pédale de volume au pied, lui, il le fait directement avec le rikiki de sa main droite, donc en même temps que l'attaque de la corde. Ce solo, je l'ai pris en live à Paris du haut de mes 13 ans, et bah je faisais pas le fier, je peux vous assurer. Je suis encore là. Bref, en gros, si j'ai commencé la batterie, c'est grâce à Ian Paice. Et si j'ai commencé la guitare, c'est grâce à Steve Morse. Si je suis tombé amoureux de la musique, c'est grâce à Deep Purple, à leurs membres et à leurs projets solo respectifs. Même ça. Ça c'est Roger Glover en 74, c'est génial. Et même ça aussi. Ça, c'est Blackmoor's Night, un projet folk médiéval de notre bon Richie avec sa compagne Candice Night, qui tournait beaucoup à la maison. Non mais sans déconner, regardez-moi ce troubadour. Mais plus sérieusement, le projet est vraiment bien, je conseille. Et même si aujourd'hui je me suis ouvert à énormément de styles, je reprends une énorme claque à chaque fois que je réécoute. Même en devenant plus connaisseur et en faisant de la musique mon métier, je trouve toujours quelque chose qui m'impressionne, qui m'inspire, qui me plaît. Dites-nous dans les commentaires les groupes qui vous font cet effet. Bref, longue vie à Deep Purple, que ta musique continue d'inspirer et de résonner pour plein de monde comme elle l'a fait pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça a été sûrement la plus difficile à écrire pour moi tellement ça me tient à cœur. Venez nous voir dans les commentaires pour nous partager vos anecdotes, que ce soit avec ce groupe ou même un autre. Mettez un like, partagez autour de vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour composer un morceau comme Deep Purple. En attendant, portez-vous bien, écoutez un max de musique, c'est plus important. Ciao.